dire quoi? Ça veut dire que plus les années passent, moins les gens s'intéressent à la politique. Et quand je parle de gens, moins les jeunes s'intéressent à la politique. On leur a fait croire que c'est une affaire d'aînés. Est-ce qu'on leur a fait croire seulement? Parce qu'au final, moi, je suis jeune, je suis quasiment jeune. En tout cas, je peux me considérer comme jeune. Tu es jeune, laisse les mots. J'essaie de faire genre. Mais bon, mes parents m'ont toujours dit la politique ne t'intéresse pas à ça. Tu vas mourir, tu vas aller en prison, tu vas. Au final, lorsqu'on entend ça tous les jours, bon, j'ai pas forcément écouté parce que moi aussi j'ai voyagé, j'ai pu voir ailleurs. J'avais un camarade d'ailleurs en première année qui avait 19 ans et s'est présenté aux élections municipales ici en France. Donc je sais que c'est possible parce que moi j'ai vu. Mais là, au Cameroun, on n'a pas d'exemple finalement. Comment est-ce qu'on peut croire que c'est possible des choses qu'on n'a pas vues? Mais comment vous pouvez le dire? Il est là, il est en Moi, France, je suis entré en politique, supposons que je sois un papa. C'est vrai. Mais dans mon sillage, en 2020, il y a eu des jeunes qui sont arrivés, beaucoup plus jeunes que moi. Vous connaissez sans doute l'honorable Nouran Fotsing. Je pense que ce n'est pas forcément l'exemple à citer, mais si vous voulez. Ah non. En termes de jeunesse, elle est jeune, elle a été élue, elle s'est battue, elle a battu campagne admirablement. Mais si vous voulez qu'on vous pouvez avoir des choses à lui reprocher. Non, mais c'est une jeune dame qui a osé et qui a été élue. Et c'est une jeune dame qui a aussi malheureusement fait croire. Vous allez me trouver devant vous. Ok, c'est aussi une jeune dame qui a malheureusement fait croire à beaucoup de jeunes qui, comme moi, au moment de son élection, croyaient en la jeunesse. Elle a finalement réussi à faire croire aux gens qu'être jeune, c'est avoir un handicap au Cameroun. Parce que ce sont pour certains actes qui, malheureusement, n'auraient peut-être pas été posés par des aînés, ils sont quand même que c'est déplorable. Donc quoi? Elle nous a desservi. On ne peut pas être député de la nation et vendre les produits éclaircissants, par exemple. Oh non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, vous allez me dire, oh non, parce que le slogan, c'était quand même, c'est quoi le nom exactement du truc? La carteronne, je crois, le nom de son produit. Donc je pense quand même que c'était assez explicite, on ne peut pas faire plus. Madame, les produits éclaircissants, sont-ils légaux ou pas? Ils sont légaux. Mais ça va. Mais non, pas du tout, parce qu'il y a quand même une opposition entre la légalité et la morale, monsieur l'honorable. Les produits éclaircissants sont-ils immoraux? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr que les produits éclaircissants sont immoraux. Non, alors moi, on peut mourir de produits éclaircissants. Je fais la différence, alors que je suis bien noir, entre les produits éclaircissants et les produits décapants. Mais là, ce qu'on appelle un produit la carteronne, dans un pays qui est composé de personnes qui ont une teinte comme moi, c'est simplement dire aux jeunes que pour être une femme belle et acceptable, il faut être carteronne. Bon. Les mots sont des mots, monsieur. Maintenant, c'est des nuances, j'avoue que je ne maîtrise pas forcément. Mais je sais qu'il y a une nette différence entre un produit qui éclaircit la peau et un produit qui décape la peau. Mais vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas nous faire ça, monsieur. Non, je vous dis ce que je connais. Maintenant, je ne maîtrise pas tout. Mais ce que je sais aussi, puisque vous avez évoqué la question, c'est que lorsque cette affaire a éclaté, je l'ai appelé et nous sommes allés à la Nord. Nous sommes allés à la Nord, l'Agence nationale de la norme et de la qualité. Je suis allé leur demander quelles étaient les normes intercamerounaises sur ce type de produit. Nous avons tous découvert ce jour-là qu'il n'y en avait pas. Et on nous a dit, référez-vous plutôt au ministère de la Santé pour que les produits en question soient expertisés par, comment on appelle encore, il y a une entreprise au Cameroun, l'ANACOM, par le laboratoire national d'expertise de médicaments et d'autres types de produits. Elle a suivi cette procédure. Ces produits sont allés au laboratoire national dédié, comme l'avait demandé le ministre de la Santé, et au bout, elle a reçu tous les certificats. Mais en fait, là, monsieur, on questionne pas la légalité, on questionne ici la moralité. Vous pouvez pas me dire que parce que quelque chose est accepté, cela veut dire que forcément, on doit se dire que c'est bon. On ne peut pas dire aux jeunes femmes qu'on représente, décapez-vous la peau. Ce débat, à partir du moment où on évacue le débat de la légalité, on revient donc maintenant au débat. Mais c'est donc cette jeunesse-là, en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que justement, les jeunes se disent finalement, si on vote pour des jeunes qui sont censés nous représenter, nous inspirer, et qu'après, derrière, ce sont encore eux qui nous montrent finalement qu'être jeune, ça a l'air d'être un handicap, c'est compliqué après d'avoir un discours. Mais on peut aussi voir en elle, parce qu'elle ne vend pas que ces produits-là. Bon, c'est ce qui a fait le. On peut aussi voir en elle une jeune entrepreneur. Oui. Qui se bat pour investir au Cameroun. C'est pour ça qu'on a voté pour elle. On peut aussi voir en elle cette députée-là qui a formé des centaines de jeunes dans sa circonscription de Vouri-Est à l'élevage de poissons, du moins si vous voulez, comment on appelle encore toutes les activités à la pisciculture. Vous verrez. Donc, alors je pense que on peut vous concéder ce que vous avez vu, mais pour revenir au débat de base, aujourd'hui, dans les rangs du parti politique que je dirige, on a eu des jeunes maires dans des villes où on n'avait jamais eu des maires de cet âge-là. Et qui font des choses incroyables, y compris dans des villes qui n'étaient dirigées que par des élus du parti au pouvoir. Et il n'y a pas que le PCRN, le parti que je dirige, dans ce cas-là. Vous avez vu que notre avènement en politique a provoqué même le rajeunissement du parti au pouvoir. Parce que les plus jeunes députés, n'allez pas croire, sont même du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, notre avènement en politique a fait que les jeunes, des vocations, sans vraiment me faire pousser des ailes et tout, mais je me dis, parce qu'il y a aussi des témoignages qui me parviennent, et il y a pas mal de jeunes que je croise ici ou là qui me disent, parce que vous avez osé, et qu'on a vu que vous n'êtes pas mort, et qu'on a vu que ça ne tue pas, et on s'est dit, mais c'est possible. Et vous allez voir dans les années qui vont venir, même les jeunes, en termes d'inscription sur les listes électorales, vous avez dû voir les statistiques qui sont données par les LECAM. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales. On sort de loin. Donc ça peut prendre du temps. Mais on avance quand même. Donc, et c'est pour ça que je vous disais qu'on a passé le temps à faire croire aux jeunes que ce n'était pas possible. Et l'ordre gouvernant n'a pas facilité les choses. Parce que vous voyez bien l'âge des gens qui nous gouvernent. Ils sont là depuis une éternité, alors qu'ils sont arrivés à la fleur de l'âge. Ils y sont restés, donnant donc justement l'impression aux jeunes que ces choses-là, c'est les choses des autres. Vous savez, bon, vous m'arrêtez quand vous voulez. Alors juste 2 secondes, monsieur Kamal. C'est vous qui m'avez dit ça. Toute dernière anecdote que vous m'arrêtez. Lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, par exemple, nous on est entrés avec des photos. On filmait ce qu'on faisait et on mettait sur Facebook. Mais on a été moqués dès les premiers jours, notamment par les anciens députés, d'autres qui disaient oui mais ça c'est des enfantillages, ils se filment à l'Assemblée. Nous, toutes nos interventions à l'Assemblée nationale, on les mettait immédiatement dans les réseaux sociaux, parce que moi j'ai dit à mes députés, tout ce que nous faisons, nous devons le faire connaître à ceux qui nous ont élus. Mais madame, il ne s'est pas écoulé 3 mois que tous ceux qui nous moquaient, qui se moquaient de nous ont retrouvé
Et ils sont devenus plus violents et plus présents dans les réseaux sociaux que nous. Qui a innové? Avant que nous, je dis bien nous, et je le dis en regardant droit dans les yeux ceux qui sont en train de nous regarder, avant que le PCRN arrive à l'Assemblée nationale du Cameroun, le peuple camerounais ne se contentait que des images des médias traditionnels qui étaient diffusés tous les soirs au journal de ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont ramené l'activité parlementaire dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, donc dans la proximité, c'est nous. Mais il faut être d'une nouvelle génération pour faire ça. Et c'est pour ça que nous disons aux jeunes, le boulevard est ouvert. Vous qui êtes une jeune dame, madame, vous savez, il y a un jeu auquel je me lance, enfin, j'aime me prêter. Je pose toujours la question, et à vous, je vous la pose, et ce sera comme ça que je vais me taire. Quelle femme voyez-vous présidente de la République au Cameroun dans les 20 ans qui viennent? Elle est à côté de vous. Tant mieux. Mais elle ne milite pas encore. Elle milite pas. Alors, je peux vous dire qu'elle milite. Mais attendez, monsieur Kabari, à ma connaissance. Mais ce que je veux lui dire, c'est que je suis de ceux qui pensent que il y a un besoin criant de jeunes femmes en politique au Cameroun. Donc seulement on a l'impression que c'est une affaire d'hommes. Chaque fois que les gens font des projections, on ne parle que des hommes. Et les jeunes hommes, eux, ils commencent à capter. Mais les jeunes femmes, elles tardent à capter. C'est pour cela que vous verrez que dans l'organisation politique que je dirige, je responsabilise à chaque fois les femmes. Donc les jeunes femmes sont attendues. Bon, oui, alors juste... On va vous demander si vous pouviez aujourd'hui passer une journée avec une personne, même qui est déjà morte, qui ce serait? Si aujourd'hui, je devais passer une journée avec une personne qui est même décédée, Oui, même décédée. Je vous assure que je serais très tenté de passer cette journée avec celui qui a exercé le premier la fonction à laquelle j'aspire, celle de président de la. Donc ce serait, il est déjà décédé, celui qui a été à cette fonction. Amadou Ahidjo. C'est Amadou Ahidjo. J'aurais bien envie de lui demander comment il a fait pour réaliser ce qu'il a pu réaliser. Parce que, on va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, mais en travaillant sur le manifeste, mes équipes et moi, nous nous sommes replongés notamment sur des questions économiques, des questions d'industrialisation. Nous sommes replongés dans le passé. Et nous avons découvert que le Cameroun était un pays quasiment industrialisé à un moment de son histoire. Pour ne prendre que cet aspect-là. Et nous avons découvert des entreprises qui ont disparu, qui fabriquaient des chaussures, qui faisaient dans de la maroquinerie, qui étaient dans l'agroalimentaire. Figurez-vous qu'on faisait des montages de vélos, des choses comme ça. Et j'ai envie de lui demander comment avez-vous fait? Comment vous en êtes-vous sorti en ce moment-là? Bon, quelqu'un me dirait peut-être parce que c'était aussi l'époque de l'autoritarisme. Mais j'aimerais bien entendre ça de sa bouche. Je crois que derrière tout cela, il y avait une forme de génie visionnaire, une forme de génie managérial. J'aimerais bien piquer un ou deux secrets. Je pense que ça pourrait répondre à la question qu'on a eue. Moi, j'étais pas là avant, mais quelqu'un nous a demandé il y avait quoi avant. Je pense que si vous le rencontrez, il pourra peut-être vous répondre. On sait très bien qui a posé cette question, cette malheureuse question. C'est un membre du gouvernement actuel du Cameroun. Et je crois que cette personne s'en est mordu les doigts parce que très vite, les gens lui ont rappelé ce qu'il y avait avant, notamment sur les questions routières. Et elle était dans une ville qui, il y a 30 ans, était bitumée et se tenir sur des routes en piteux état et demander ce qu'il y avait avant. Écoutez, les gens n'ont qu'à vous ramener quelques vidéos et quelques photos du passé et vous verrez par vous-même à quel point ce questionnement était ridicule. Surtout qu'il a été formulé pour donner l'impression que ce qui se faisait maintenant était de loin meilleur que ce qui s'était fait par le passé. Je crois que ça en est mordu les doigts parce que c'était simplement, au mieux, ridicule, au pire, la traduction de son inculture. Mais bon, je n'irai pas plus loin, je ne veux pas être méchant. D'où vient cet engagement pour la politique dans un pays où beaucoup de gens disent ils voient leurs enfants grandir? Vous êtes engagé plutôt jeune. D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que c'est un amour profond pour la politique? D'où est-ce que c'est venu? Je crois qu'il y a 3 sources. La première, c'est l'environnement familial. On en point douté. Mon grand-père a été dans la guerre d'indépendance, son premier fils, son second fils, le second d'ailleurs y est resté, il a été assassiné dans le bush. Mon père à moi a été pas très engagé, mais engagé quand même, ce qui lui a valu quelques arrestations, donc vous voyez dans quel environnement j'ai un peu grandi. Ça c'est l'environnement familial. Puis, l'expérience personnelle. Très vite, je me suis senti le devoir de faire quelque chose. À quel âge? J'ai envie de dire, dès mes 18-19 ans. Et l'université y est certainement pour quelque chose. Donc une fois que je me suis détaché de ma famille, de mes parents, parce qu'après le bac, je suis rentré, je suis allé tout seul. Donc, ce que je découvrais me transformait, quoi. Je me dis, mais non, les choses, elles vont tellement mal, et avec le niveau de culture que je pouvais avoir à l'époque, qui n'était pas si dense que ça. Mais très vite, dès ces moments-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas les moyens forcément de changer quoi que ce soit, mais je dois faire quelque chose. Et je me suis engagé. Il fallait que je fasse quelque chose. Longtemps même avant que je ne lise la fable de Pierre Rabhi, la fable du colibri, avec la sagesse de chacun doit faire sa part. Et puis, la troisième source, c'est l'appel. Je crois, ça peut paraître un peu mystique ou mystérieux, ou spirituel, tout ça. Mais je crois que chacun d'entre nous a un appel. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. C'est ma position, hein. Voilà, point. C'est clair pour tous. C'est Dieu qui nous a créés. Et je crois que Dieu, en nous créant, nous a appelés chacun à faire quelque chose. Et il nous appartient à chacun d'entre nous de trouver ce pourquoi il a été fait, ce pourquoi il a été appelé. Et c'est ça qu'en d'autres termes, moi j'appelle trouver sa voie.
Est-ce que justement ils n'ont pas l'impression qu'on veut retourner en arrière? Parce que effectivement on a été un État fédéral, mais dire qu'on veut repartir à l'État fédéral, est-ce que ce ne serait pas pour eux une façon de dire retournons en arrière, ce qu'on a déjà peut-être expérimenté, qui n'a peut-être pas marché? Est-ce que vous ne vous avez Mais d'abord, c'est la première fois de ma vie que j'apprends que retourner en arrière est quelque chose de fatal. Mais non, la remise en question peut obliger parfois de retourner en arrière. Si on a fait un mauvais choix, ben, ça vous arrive pas, Madame Desséquil? Bien sûr, ça m'arrive. Si vous avez fait un mauvais choix, ben, de vous amender et de revenir à votre choix précédent. Et ce que nous proposons justement, c'est de revenir à l'esprit du fédéralisme. Voilà, tendez la pêche pour entrer peut-être dans le fond. Mais c'est important de le dire tout de suite. C'est quoi le fédéralisme? Le fédéralisme, c'est un mot de l'organisation politique qui permet de faire vivre des diversités au sein d'un espace partage. Je crois que le français n'a pas été très compliqué, pas pour vous. Vous ne pas me reprocher d'avoir donné une définition académique. La vérité, là où vous êtes assis là tous les deux, vous faites d'ailleurs un très bon binôme dans une émission que nous faisons en français, tant mieux. Je vous demande pas de la faire en Goumala ou en Douala, encore que. Vous devriez aussi, puisque vous adressez aux jeunes Camerounais. Mais là n'est pas le débat. Mais je suis sûr que je vous ferai une colle en vous demandant de me dire ce que vous savez des Bayangam. Effectivement. Je suis sûr que ce serait compliqué. Moi, je sais que c'est un peu Et je pourrais, Cameroun, au moins. de l'Ouest, oui, mais vous n'en savez rien. C'est vrai. Pas grand-chose. Mais je sais ce que vous savez d'eux et je vous le dirai tout à l'heure. Si je lui pose la question de ce qu'il sait, Sur les des doigts. Sawa, je peux vous dire ce qu'il sait. Mais maintenant, je peux le dire. Il sait de vous que vous êtes vantard. Et vous savez d'eux, les Bamileke, qu'ils sont calculateurs. Ah, moi, je savais pas ça. Ouais, vous ne le direz pas, mais c'est ce que certains anthropologues appellent les représentations péjorées. C'est-à-dire que, pour la Bouna en l'occurrence, on sait des Bassas qui sont sorciers, des Douala qui sont vantards, des Étones qui mangent le savon et qui ont des minutes de folie. Ainsi, tu t'excuses des Ewondo qui sont soulards, des Peuls qui sont, des Bamoun qui ont deux têtes. C'est pas ah deux tiens, vous avez dit deux têtes. Ah. Vous voyez, c'est très grave ça, On madame. appelle péjoratif. Et à côté de ça, effectivement, il y a des noms péjorés. Déjà, Belobo Lobon, Graphis, quoi, tout ce que vous voulez. Malheureusement, madame, en dehors de ça, vous ne savez rien d'autre. C'est pas de votre faute. Parce qu'au Cameroun, il n'y a aucune matière à l'école intitulée Connaissance des peuplements du Cameroun où on vous apprendrait d'où viennent les autres. Et l'intégration nationale, madame, passe donc par là, par la connaissance de l'autre. Parce que quand vous venez ici pour vous intégrer, là, on est en France, vous apprenez la langue. Vous apprenez ce qui se fait ici. Au Cameroun, on vous fait croire que partout où vous êtes chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il n'y a rien de plus faux. Allez à Bayangam et entrez dans la chefferie et parlez mal au chef, comme vous pouvez le faire chez nous. Vous verrez ce qui va vous arriver. Allez dans un lamida, je sais pas, à Mokolo ou à Garoua, et entrez avec les chaussures comme vous voulez. Vous voyez ce qui va vous arriver. Allez à Bafia, amusez-vous à marcher avec la tortue dans la rue. Vous verrez ce qui va vous arriver. Donc la vérité, c'est que chacun de nos peuplements a ses réalités, a un savoir-faire, a des connaissances que l'État devrait capitaliser pour sa puissance et son développement. C'est ça le fédéralisme communautaire. Alors, monsieur Cabral-Libi, franchement, il y a beaucoup de choses que vous avez dites. Ça m'a beaucoup touché aussi. Ça m'a beaucoup touché parce qu'effectivement, on voit toujours le côté un peu négatif. Mais il y a quelque chose qui unit tous les Camerounais. On parle souvent de la résilience camerounaise. J'aimerais savoir pour vous, est-ce que c'est un avantage ou un défaut? Ah mais la résilience de tout temps est toujours un avantage. Parce que la résilience, ça renvoie à la résistibilité. Ou si vous voulez, à la résistance. Hein. On plie mais on ne rompt pas. On fait face à toute épreuve. Mais le problème avec ça, c'est que ça peut être soporifique ou endormissant ou endormant. Enfin, je fais l'effort. On a bien de démocratiser la politique. Oui, même la langue, si vous voulez. C'est que à force de dire que un peuple est résilient, ça peut aussi vouloir dire que ce peuple est passif. Qu'il accepte tout. Subit tout. Et c'est malheureusement Supporte, oui. supporte tout, sans rien faire, même lorsqu'il est abusé, même lorsque ses droits sont bafoués. Donc, je pense que c'est cette nuance-là qu'il faut relever. Et du coup, la résilience peut être le masque à une forme de faiblesse, à une forme de démission, à une forme de défaitisme. Je ne dis pas que c'est exactement ça pour le Cameroun, mais la vérité pourrait se trouver dans l'entre-tout ça. Et pendant qu'on laisse entrer donc notre première intervenante, j'allais vous demander si justement on considère que le peuple camerounais quelque part, en tout cas comparé à d'autres peuples, nous de la vision externe qu'on a, on a par exemple vu les élections au Sénégal, où les Sénégalais se sont levés pour aller choisir leur candidat, qui quelques mois avant, faut le rappeler, était encore en prison. Ils ont décidé que la volonté du peuple allait être faite et c'est ce qui a été fait. Le Camerounais, on n'est pas reconnu en tout cas pour nos prouesses en politique, mais qu'est-ce qui vous fait croire que 2025 sera différent de 2018 si au final c'est le même peuple qui ira voter? Parce que je reste convaincu que ces millions de jeunes qui m'écoutent vont trouver dans mon propos une source d'espérance et une source d'engagement. Vous avez entamé l'émission en rappelant que la cible de votre programme, c'était la jeunesse. Vous avez rappelé vous-même que vous étiez jeune, ce qui est vrai. Mais il y a peut-être une statistique que vous auriez dû donner. 4,5 millions de jeunes de 25 à 35 ans, de 20 à 35 ans, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Je répète, 4,5 millions, donc 4 500 000 jeunes de 20 à 35 ans camerounais ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est quelque chose d'inadmissible. C'est donc ça que j'appelais tout à l'heure le défaitisme. Mais c'est pas tant cela. C'est une forme, nous appelons ça, nous, l'impuissance apprise. C'est qu'on a dit aux jeunes, oui, ta voix ne compte pas, toi-même tu ne comptes pas, toi-même tu ne vaux rien, et même si tu votes, c'est connu d'avance, le résultat est connu d'avance. Il n'y a rien de plus faux. Hein. Oui. Parce que la vérité, c'est que moi j'ai été élu député, parce que des jeunes ont dit, nous on va surveiller le vote, et ils étaient dans tous les bureaux de vote, ils ont empêché le bourrage d'urne, la fraude électorale, ils ont refusé de prendre les miettes qu'on leur tendait pour qu'ils donnent le procès verbal authentique et acceptent de signer un faux procès verbal contenant de mauvais résultats, et j'ai été élu. Et je n'étais pas le premier à être élu comme ça. Ça veut dire qu'il y a des jeunes, en fait la clé c'est la jeunesse. On ne peut pas avoir une société, vous avez donné des statistiques très intéressantes tout à l'heure à l'entame de l'émission, on ne peut pas avoir une société aussi jeune
dans laquelle ceux qui souffrent le plus, ce sont les jeunes, et voir ces jeunes ne rien faire face à des gens qui chaque jour les enfoncent dans la souffrance. Et moi, quand j'ai l'occasion, comme celle-ci, de leur parler, je leur dis, mais non, la clé, c'est vous-même. La clé, c'est vous-même. Vous savez, madame, je l'ai démontré à maintes reprises, et j'attends que l'on me démontre le contraire. Pour avoir ce qui s'est passé au Sénégal, il faut une participation massive à l'élection. Le Sénégal, c'est beaucoup moins que le Cameroun. Je sais pas, je sais même pas s'ils sont, je crois qu'ils sont autour de 20 millions maintenant. Et ils étaient une dizaine de millions, là, un peu moins de la moitié inscrits sur les listes électorales. Le taux de participation à l'élection présidentielle en mars 2024 au Sénégal a dépassé 85%. 85%. Prenons le cas d'un pays comme le Cameroun en 2018. Plus de 25 millions, à peine 6 millions inscrits sur les listes électorales et à peine 4 millions qui sont allés voter. C'est quand même bizarre, non? En 1992, le Cameroun avait un peu plus de 10 millions d'habitants. 1992, premières élections présidentielles. Près de 6 millions d'inscrits. Un peu plus de 6 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et lorsqu'on arrive en 2018, plus de 25 ans plus tard, on a 6 millions et demi inscrits sur les listes électorales, alors que la population, elle est passée de 11 millions à 25 millions. Donc elle est passée du simple au plus du double. Mais le nombre d'inscrits sur les listes électorales n'a augmenté que de 500 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les années passent, moins les gens s'intéressent à la politique. Et quand je parle de gens, moins les jeunes s'intéressent à la politique. On leur a fait croire que c'est une affaire d'aînés. Mais est-ce qu'on leur a fait croire seulement? Parce qu'au final, moi, je suis jeune, je suis quasiment jeune. En tout cas, je peux me considérer comme jeune. Tu es jeune, laisse ça, laisse le mot. J'essaie de faire genre. Mais bon, mes parents m'ont toujours dit la politique ne t'intéresse pas à ça. Tu vas mourir, tu vas aller en prison. Tu vas. Au final, lorsqu'on entend ça tous les jours, bon, j'ai pas forcément écouté parce que moi aussi j'ai voyagé, j'ai pu voir ailleurs. J'avais un camarade d'ailleurs en première année qui avait 19 ans et s'est présenté aux élections municipales ici en France. Donc je sais que c'est possible parce que moi j'ai vu. Mais là, on n'a pas d'exemple finalement. Comment est-ce qu'on peut croire que c'est possible des choses qu'on n'a pas vues? Mais comment vous pouvez le dire? Il est là, il est en Moi, face, je non? suis entré en politique, supposons que je sois un papa. C'est vrai. Mais dans mon sillage, en 2020, il y a eu des jeunes qui sont arrivés, beaucoup plus jeunes que moi. Vous connaissez sans doute l'honorable Nouran Fortsing. Je pense que ce n'est pas forcément l'exemple à citer, mais si vous voulez. Ah non. En termes de jeunesse, elle est jeune, elle a été élue, elle s'est battue, elle a battu campagne admirablement. Mais si vous voulez qu'on Vous pouvez avoir des choses à lui reprocher. Non, mais c'est une jeune dame qui a osé et qui a été élue. Et c'est une jeune dame qui a aussi malheureusement fait croire. Parce que vous allez me trouver devant vous. Ok, c'est aussi une jeune dame qui a malheureusement fait croire à beaucoup de jeunes qui, comme moi, au moment de son élection, croyaient en la jeunesse. Elle a finalement réussi à faire croire aux gens qu'être jeune, c'est avoir un handicap au Cameroun. Parce que ce sont pour certains actes qui, malheureusement, n'auraient peut-être pas été posés par des aînés. Je trouve quand même que c'est déplorable. Comme quoi? Elle nous a desservi. On ne peut pas être député de la nation et vendre les produits éclaircissants, par exemple. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.